Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement content de vous retrouver, comme d'habitude pour ces vidéos. Avant de débuter cette nouvelle leçon, je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé le seuil des 500 abonnés. Alors ça peut paraître un petit chiffre, mais ça représente beaucoup pour moi, donc merci à tous les abonnés. Ensuite, ne manquez pas de vous abonner puisqu'il y aura de nouvelles vidéos à venir et des nouveaux concepts, enfin en tout cas au moins un nouveau concept qui arrive très prochainement. Donc cliquez sur la cloche des notifications après vous être abonné, ça permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors on est parti pour une leçon avec Célie, on verra des trucs pas cons sur l'insuffisance rénale aiguë, qui est une pathologie relativement fréquente aux urgences et malgré sa fréquence assez difficile. En tout cas, je trouvais que c'était une pathologie qui était assez compliquée à prendre en charge. Et donc, on va voir que si on sait compter jusqu'à 8, alors ça va devenir beaucoup plus simple. Alors, insuffisance rénale, oui, et ça parle donc d'une insuffisance, donc une défaillance d'une fonction, et le rein, c'est une fonction d'épuration. On va voir les risques de cette pathologie, et il y a des critères qui définissent son caractère aigu, donc ça veut dire son caractère récent et le fait que c'est pas encore installé, donc pas encore chronique. Il y aura deux classifications à voir, à connaître. Et pour faire le bilan d'une insuffisance rénale, on va devoir s'aider d'examens complémentaires qui comptent l'échographie, un ionogramme urinaire, tout ce qui va être CBU, BU, protéinurie, et un bilan biologique pour faire la part des choses entre l'ancienneté de la fonction rénale et s'il n'y a pas d'ancienneté, est-ce qu'il y a des critères qui nous orientent vers une insuffisance rénale chronique et d'autres critères échographiques qui peuvent nous orienter vers la chronicité de cette pathologie. Et après, on va voir les étiologies, en tout cas les trois grands cadres étiologiques que sont l'insuffisance prérénale, les étiologies en tout cas prérénales, donc qui touchent ce qui est avant le rein lui-même, et puis le dernier grand cadre étiologique, ça va être tout ce qui concerne ce qu'il y a après le rein. Alors voyons cela. Avant de passer la prochaine diapositive, bien avoir en tête que l'anurie, l'absence de formation d'urine primitive, est différent de la rétention d'urine. Alors, on va voir en 1 la physiologie du rein, donc une physiologie qui concerne le rein. Alors le rein, bon, vous savez où il est. Le rein, ça filtre le plasma, ça filtre 180 litres par jour, donc c'est important de retenir un petit peu ce qui va filtrer, parce que sinon, 180 litres par jour, on peut lyophiliser 3 fois la personne. Hein. Le rein, il est, je ne vais pas rentrer dans vraiment les détails de l'anatomie et de la physiologie du rein, mais il faut savoir qu'il y a 4 grandes parties. Donc il y a les vaisseaux qui vont aller former un peloton, donc des glomérules, qui va être un peloton artériel qui va venir former cette structure, le glomérule, soutenu par des cellules qui forment l'interstitium, et le glomérule va venir après former l'urine primitive qui va être filtrée, il va y avoir quelques échanges d'ions, de molécules, etc. dans les tubes. Donc en fait il y a 4 grandes parties, il y a les vaisseaux qui amènent le plasma, il y a le glomérule, c'est une partie très intéressante et assez complexe que les néphrologues adorent, la partie de l'interstitium qui les soutient, et le tube, on dit, qui va permettre les derniers ajustements, on va dire. Alors, il y a l'artère afférente qui arrive et l'artère efférente qui part, ou excite pour vous en rappeler, qui va former les capillaires dans le glomérule avec deux grands types de pression. Donc il y a la pression hydrostatique, c'est l'eau, hein, la quantité, ce qui fait pression, on va dire, et pour vous en rappeler, hein, même si on parle effectivement de pression oncotique aussi. Et la pression oncotique, donc c'est la pression, c'est le mouvement d'eau qui est dû à la concentration, ou en tout cas
à la force qu'exercent certaines molécules pour attirer l'eau. Donc il y a ce qui va pousser, l'hydrostatique, et ce qui va attirer, l'oncotique. Et tout ça, ça permet de créer la pression d'ultrafiltration qui va donner l'urine primitive. Voilà, encore une fois, l'anurie, c'est différent de la rétention urinaire. Alors maintenant, on passe au numéro 2. Le 2, c'est pour deux classifications permettant de stratifier les degrés ou le stade de l'insuffisance rénale aiguë. Au niveau de ces deux classifications, donc il y a la classification Akin, c'est la plus ancienne, la plus connue, on va dire, et il y a la classification Riffle. Donc Riffle, c'est pour R, risque, le I pour injury, le F pour failure. Et après, pas dans le contexte immédiat de l'urgence, mais il y a le L pour perte de la fonction rénale, donc plus de 4 semaines, donc le L pour lost, et le E c'est pour end stage, pour la dépendance à la dialyse à plus de 3 mois. Alors, il faut retenir trois chiffres. C'est le premier stade 1,5, donc augmentation de la créatinine de fois 1,5, ou à plus de 27 micromoles par litre. Le deuxième stade pour injury, c'est la créatinine x 2, c'est pas très compliqué, et le troisième, c'est pour créatinine x 3. Bon. Après, il y a les critères de Durez qu'il faut aussi connaître, puisque ça nous permet, juste sur le plan clinique, de nous alerter. La définition stricte, c'est pour le premier stade inférieur à 0,5 ml par kilo par heure durant 6 heures. Le stade 2, c'est pendant 12 heures, et le stade 3, c'est pendant 24 heures. Alors globalement, ça correspond à quoi? C'est à peu près une petite canette, hein, c'est 200 ml approximativement. Comme ça, vous avez en tête cette quantité d'urine qui est produite, qui est une quantité d'urine peu importante. Alors voilà pour la classification et le critère du mot aigu en tout cas, qui dépend de la classification de Riffel, qui est définie sous 7 jours, et la classification de Akin, qui est définie sous 48 heures. Il faudra aussi s'aider de la biologie et de l'échographie pour voir si effectivement il y a une fonction rénale qui est récente, si elle était normale, et des critères en faveur d'une anémie ou d'une hypocalcémie qui sont des signes en faveur d'une insuffisance rénale chronique. Je vous le rappelle, l'anurie c'est différent de la rétention urinaire. C'est en répétant que les choses rentrent dans la tête. Alors pourquoi l'insuffisance rénale aiguë est une urgence? Il y a un risque de mortalité, et pour ça il faut éliminer 3 urgences, en tout cas 3 grandes urgences, que sont l'œdème aigu pulmonaire, donc c'est ancêtre du stéthoscope, hein, l'hyperkaliémie, ancêtre de bilan biologique, d'une gazométrie par exemple, et de l'acidose, avec la mesure du pH. Et donc là encore une fois, il faut s'aider du bilan biologique. Alors pourquoi avoir en tête ces 3 urgences? Eh bien, ces 3 urgences vont être des critères de dialyse. Encore une fois, l'anurie est différente de la rétention urinaire. Et je ne vous ai pas dit, mais effectivement par rapport aux chiffres, une monodéfaillance rénale, c'est 10% de mortalité, en moyenne, hein, et la multidéfaillance, donc le rein plus un autre organe, ou d'autres encore, on peut aller jusqu'à 50%. C'est quand même important. Alors, pour les 3 urgences, on l'a vu, ok, les 2 classifications, on l'a vu, et bien le chiffre 4, c'est pour 4 examens. 4 examens, ça va nous permettre d'explorer la fonction rénale et de déterminer les étiologies. Alors, quels sont ces 4 examens? 4 examens, pardon, il n'y a pas de liaison. Hein. Les 4 examens, c'est l'échographie, pour voir la taille du rein et s'il y a une cause obstructive. Le ionogramme urinaire, donc on va voir en détail par la suite. Ça va explorer le versant plutôt fonctionnel et faire la part des choses entre le fonctionnel et l'organique. Et après, on aura besoin, dans un troisième temps, de CBU, BU, protéinurie pour l'étiologie organique ou rénale. Hein, c'est le rein qui ne fonctionne pas en lui-même. Et l'autre, le quatrième examen, ou la quatrième partie, ça va être le bilan biologique. Je vous en ai déjà parlé encore une fois, pour éliminer les facteurs d'une insuffisance rénale chronique. Un moyen mnémotechnique pour retenir les étiologies des gros reins, qui ne présentent pas nécessairement une insuffisance rénale, ça peut être une insuffisance rénale aiguë et avoir un gros rein.
soit parce que c'est une pathologie, ça peut être une pathologie rénale chronique qui décompense, mais on peut voir des gros reins et une insuffisance rénale aiguë dans ces cas-là, que sont l'obstruction, l'amylose, la thrombose, plutôt veineuse, hein, la polykystose, une certaine pathologie héréditaire aussi, et le diabète. Alors quand je dis gros rein, c'est taille normale ou gros rein. Moyen de retenir, OA, donc pour obstruction amylose, T pas diminué, donc T thrombose, pas pour polykystose héréditaire, et diminué pour diabète. L'hypocalcémie peut se rencontrer en cas d'insuffisance rénale aiguë, c'est pas que l'insuffisance rénale chronique. Dans quel cas? En cas de lyse cellulaire, en cas de pancréatite. Et l'anémie peut se rencontrer aussi dans des insuffisances rénales aiguës, en cas d'hémolyse aiguë et en cas de choc hémorragique. Encore une fois, l'anurie est différente de la rétention urinaire. 1, 2, 3, 4, 5, nous arrivons à 5 marqueurs urinaires que je voulais vous exposer afin d'étudier et d'explorer l'insuffisance rénale aiguë. Alors, pour faire les choses simples, le rein a pour objectif de filtrer, je vous l'ai dit, mais il doit quand même réabsorber un peu de sodium, parce que si tout le sodium partait dans les urines, il n'y en aurait plus dans le plasma. Donc l'objectif du rein, c'est de récupérer dans les urines, lors du passage de l'urine primitive dans le tubule, de récupérer du sodium. Par ailleurs, le cerveau sécrète de l'ADH, donc une hormone antidiurétique, qui, lorsque le rein fonctionne, permet une réabsorption grâce à l'absorption d'urée, une rétention d'eau. Donc, quand le problème n'est pas le rein, il n'y a pas de problème de perte de sodium ou de perte d'urée. En revanche, le rein va essayer de retenir un maximum et de fonctionner au maximum pour rétablir le désordre qu'il y a avant le rein. Donc en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle ou pré-rénale, le rein, on va dire, il est tout seul à lutter contre le problème qu'il y a avant. On verra après les étiologies, mais le rein, il va essayer de lutter pour récupérer et de concentrer les urines. Donc en fait, le sodium sur potassium, donc le quotient sodium urinaire sur potassium urinaire sera inférieur à 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les urines qui seront concentrées, il y aura beaucoup de potassium et peu de sodium. En effet, le sodium urinaire sera souvent inférieur à 20 et la fraction d'excrétion sera inférieure à 1%. La fraction d'excrétion de l'urée, encore une fois à cause de l'ADH, sera inférieure à 35%, même si effectivement on peut trouver de l'urée dans les urines, puisque c'est naturel d'éliminer l'urée, mais le rein peut encore récupérer de l'urée. Malgré sa concentration, en fait c'est l'urée, le quotient urée urinaire sur plasmatique est supérieur à 10 puisque c'est la concentration en fait. C'est la concentration qui est importante, il n'y a pas beaucoup d'urine. Donc certes, il y a un peu d'urée encore dans les urines, mais dans un petit volume. Donc en fait, la concentration sera plus importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire biaiser par ce paramètre. Et enfin, la créatinine, le quotient créatinine urinaire sur créatinine plasmatique sera supérieur à 30. Donc ça, c'est quand le rein fonctionne. Maintenant, quand le rein ne fonctionne pas, eh bien, à l'inverse, il n'a plus la possibilité de concentrer les urines. En tout cas, il y a différentes possibilités selon les étiologies, mais globalement, c'est ça. Il n'a pas la possibilité de concentrer, donc le sodium va se retrouver en grande quantité par rapport au potassium. Donc le quotient sera supérieur à 1. Le sodium urinaire sera supérieur à 40. Mais attention, on peut se faire avoir en cas de prise de diurétique, où effectivement, dans ce cas-là, s'il y a des diurétiques qui vont faire éliminer le sodium et qui causent l'insuffisance rénale, eh bien, on ne pourra pas céder du sodium urinaire, malheureusement. Mais l'urée n'est pas modifiée, donc l'urée est intéressante quand il n'y a pas de prise de diurétique. À ce moment-là, la fraction d'excrétion de l'urée sera supérieure à 35%, puisque l'ADH ne sera pas en mesure de récupérer l'urée. Le rapport
urée urinaire sur plasmatique sera inférieur à 10 et le rapport créatinine urinaire sur plasmatique sera inférieur à 30. Alors, petit moyen pour vous rappeler la fraction d'excrétion, enfin la fraction, l'urée urinaire sur plasmatique, pardon. Moi, je m'étais rappelé en me disant la dysurie, donc 10 c'est pour la valeur et urie pour urée. Voilà, c'est un petit moyen mnémotechnique. Je vous ai mis la formule en bas à gauche de l'écran, de toute façon vous avez vos cours. Et pour vous rappeler, l'anurie c'est différent de la rétention urinaire. Alors on continue toujours dans notre exploration de cette insuffisance rénale. Là on a fait la part des choses, on a vu que c'était soit fonctionnel, soit organique, donc soit une atteinte du rein en lui-même. Et bien dans ces cas-là, il va falloir regarder 6 éléments d'orientation majeurs. On a fait le 1, 2, 3, 4, 5, maintenant on est arrivé aux 6 éléments majeurs d'orientation que sont l'hypertension. Il faudra regarder, donc on prend une tension, de toute façon là en général, c'est des paramètres vitaux. Les œdèmes des membres inférieurs, donc on check la plante des pieds, c'est comme une plante, on regarde le terreau et on regarde la plante en elle-même. Ensuite, je vous ai dit, avec l'analyse d'urine, donc la bandelette urinaire et le CBU, on pourra voir s'il y a une protéinurie et évaluer la quantité de protéines, s'il y a du sang dans les urines, s'il y a des leucocytes dans les urines, et on posera la question du traitement pris jusqu'à présent. Pour s'orienter, l'atteinte rénale, il y a 4 grands types. Alors, je vous mettrai dans les étiologies quelques exemples, mais je ne rentrerai pas dedans parce que sinon ça durerait 4 heures la vidéo. Mais il y a 4 grands types que sont prioritairement la nécrose tubulaire aiguë. Il y a entre 60 et 80% des étiologies qui sont expliquées par une atteinte du tubule. Je vous réfère à la première diapo avec le dessin, vous vous souvenez. Donc l'atteinte du tubule en lui-même, l'atteinte de l'interstitium, donc la néphrite interstitielle, ça c'est 10%. Et un peu plus accessoirement, donc l'atteinte du glomérule ou glomérulonéphrite aiguë. Et quatrièmement, l'atteinte des vaisseaux, donc néphropathie vasculaire. L'hypertension artérielle, ça va nous orienter vers une cause plutôt vasculaire. Je dis plutôt, parce qu'on peut avoir un petit peu de plusieurs éléments dans différentes pathologies. Les œdèmes des membres inférieurs, ça nous oriente vers une glomérulonéphrite aiguë. La protéinurie, quand elle est peu importante, peu abondante, ça ne nous oriente pas trop. Par contre, quand elle est vraiment majeure, à plus de 2-3 grammes par jour, là, à ce moment-là, glomérulonéphrite aiguë, ça, c'est facile, ça nous oriente. L'hématurie, ça peut se rencontrer dans beaucoup de choses, mais pas trop dans la nécrose tubulaire aiguë. S'il y en a du sang, en tout cas dans les urines, il faut penser à la glomérulonéphrite, mais aussi aux causes vasculaires. La leucocyturie, donc les leucocytes dans les urines, ça nous oriente vers une néphrite interstitielle. Il peut y en avoir dans les autres cas, mais je préférais le marquer dans la néphrite interstitielle pour ne pas manquer des diagnostics, puisque c'est important de ne pas oublier des diagnostics. On a suffisamment d'éléments d'orientation pour une glomérulonéphrite. La protéinurie et les œdèmes, on ne va pas la louper. L'hématurie, c'est pareil. Donc il faut se rappeler que le leucocyte dans les urines, c'est peut-être une néphrite interstitielle. Et enfin, demander les médicaments qu'ils ont pris. Alors les AINS, oui, on les retrouve partout. Donc je ne vous l'ai pas mis dans la case, mais les AINS, ça peut tout donner. Même une atteinte fonctionnelle d'ailleurs. La nécrose tubulaire aiguë, ça se rencontre dans des précipitations ou dans des lyses cellulaires. Alors, les aminosides des antibiotiques, ça peut donner effectivement une nécrose tubulaire aiguë. Alors après, on peut lutter avec une bonne hydratation, mais il faut y penser. Le produit de contraste, c'est pareil, ça fait une nécrose tubulaire aiguë. Les chimiothérapies sont assez fréquentes. La cyclovir, ça c'est pour l'herpès. Le méthotrexate, c'est un immunosuppresseur. Ça peut donner des nécroses tubulaires aiguës. Les statines, ça peut donner des nécroses tubulaires aiguës. Il y a beaucoup de médicaments qui donnent une nécrose tubulaire aiguë. Et d'ailleurs, les médicaments qu'on peut rencontrer dans un contexte d'hypoxie cellulaire, il faudra penser à une nécrose tubulaire aiguë. Maintenant, s'il y a une prise de fluoroquinolone ou de sulfamide, d'ampicilline ou de C3G, ça nous oriente vers une néphrite interstitielle. Dans ces cas-là, c'est plutôt un mécanisme immunoallergique. Donc c'est tout le tissu de soutien du rein. Pour les glomérulonéphrites aiguës, c'est pas facile à dire.
Il y a énormément de médicaments, donc je ne rentre pas dans le détail. Et pour la néphropathie vasculaire, les atteintes vasculaires, il faut penser à tout ce qui va fluidifier le sang, donc anti-agrégants, anticoagulants, etc. Voilà, donc pour cette diapositive, elle est assez riche, mais ça permet de vous orienter en tout cas. Je vous le rappelle, l'anurie c'est différent de la rétention urinaire. Voilà, donc on a fait nos examens complémentaires. Je vous l'ai dit, il y en a 4 grands types. Et on a compté jusqu'à 6. Maintenant, on arrive à 7. Et je voulais vous parler de 7 étiologies à ne pas oublier. Pourquoi 7? Même s'il y en a énormément. C'est parce que les autres vont en général être plus parlantes. Vous allez voir. Donc les 3 grands types d'étiologies, ou les 3 grands cadres, c'est ce qu'il y a avant le rein en lui-même ou après le rein. Ce qu'il y a avant le rein, c'est donc une insuffisance prérénale ou dite fonctionnelle, puisque le rein est encore fonctionnel, soit il y a une hypovolémie qui est vraie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment moins de volume. Ça peut être une perte tout simplement. Donc ça peut être une perte rénale, une perte digestive, une perte cutanée. Donc ça en général, bon, il faut y penser. Après il y a l'hypovolémie qui est dite efficace, c'est-à-dire qu'il y a assez de volume, mais il peut y avoir une vasodilatation ou un troisième secteur, etc. Là, il faut penser au choc, tous les types de chocs, au syndrome néphrotique, puisqu'il y a une baisse de la pression oncotique, à l'insuffisance cardiaque, à la cirrhose, etc. Et enfin, il peut y avoir une atteinte de l'hémodynamique, c'est-à-dire dans les vaisseaux qui sont afférents, je vous l'ai dit, qui arrivent, ou les vaisseaux efférents, comme excites, qui partent du glomérule. Et là, il y a entre autres les IEC, les ARA2, les AINS et les anticalcinurines. Bon, ça c'était pour la partie prérénale fonctionnelle. Il faut penser à l'étude de la volémie pour ne pas rater ces diagnostics, puisque c'est primordial, ça ne va pas forcément sauter aux yeux. Et poser la question s'il y a une prise d'antihypertenseur, en général c'est ça, et AINS. Le deuxième grand type d'étiologie, ça va être l'atteinte rénale organique. Je vous l'ai dit, il y a l'atteinte interstitielle, tubulaire, vasculaire et glomérulaire. Alors, dans l'atteinte interstitielle, il y a les atteintes infectieuses et les atteintes immunoallergiques. Dans les atteintes infectieuses, vous voyez qu'il y a les pyélonéphrite avec le mécanisme ascendant de l'atteinte ou directement une atteinte hématogène. Ça peut être une fièvre hémorragique, ça peut être une leptospirose et il y a plein d'autres infections. Mais ça, en général, on y pense, puisque le tableau est brutal, ou en tout cas, il y a de la fièvre, une douleur, une BU qui est positive, etc. C'est facile d'y penser. Maintenant, c'est plus difficile de penser à l'atteinte immunoallergique, puisqu'on ne pense pas forcément à demander s'il y a une prise de sulfamide, d'ampicilline, de méticilline, de fluoroquinolone, mais ils peuvent être pourvoyeurs d'insuffisance rénale aiguë. Ensuite, après l'interstitiel, il y a l'atteinte tubulaire, je vous l'ai dit. Donc s'il y a une lyse, il y a une précipitation dans les tubules, et ça va boucher en fait. En cas de rhabdomyolyse, il peut y en avoir. C'est important d'y penser pour les longs séjours des patients qui chutent à domicile. Il peut y avoir une hémolyse qui peut précipiter aussi dans les tubules ou une lyse de cellules tumorales. Donc c'est important d'y penser puisque là le contexte sera évocateur, mais il faut encore y penser. Deuxième partie, des médicaments, donc les aminosides, la chimiothérapie, ils sont assez néphrotoxiques, la cyclovir, sulfamide. Là, je vous l'ai dit, ces médicaments-là, ils peuvent précipiter dans les tubules. Et enfin, la troisième partie, la troisième étiologie des atteintes tubulaires, eh bien l'hypoxie. En fait, c'est même la plus courante de toutes. En cas de choc, par exemple, ce qui va provoquer l'insuffisance rénale, c'est même pas tant l'atteinte hémodynamique, c'est possible, mais c'est surtout en fait le choc. Donc un défaut d'oxygénation tissulaire et les cellules du tubule rénal souffrent et sont les premières à souffrir et donc ça va créer cette insuffisance rénale. Donc l'hypoxie, très important. Ensuite, il y a l'atteinte vasculaire. On y pense moins et c'est compliqué d'y penser déjà d'une part et de faire le diagnostic précis. Il peut y avoir une atteinte des petits vaisseaux ou des gros vaisseaux. Dans les petits vaisseaux, il peut y avoir des embolies de cholestérol et les syndromes hémolytiques et urémiques. Bref, des petites choses qui sont un peu compliquées à évoquer. Ensuite, dans l'atteinte des gros vaisseaux, il y a les thromboses qui peuvent parler, mais parfois elles sont peu symptomatiques, une obstruction et même une dissection. Dans l'atteinte glomérulaire,
Je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, en général, vous aurez plein d'éléments cliniques et lors de l'exploration avec les examens pour vous orienter. Donc, je ne vais pas m'étaler, il y a les syndromes néphrotiques, et puis c'est extrêmement long, il y a les syndromes néphrétiques, il y a les glomérulonéphrite rapidement progressive. Bref, ça, c'est vraiment la partie néphrologique. De toute façon, le patient qui est aux urgences avec un syndrome glomérulaire, une étiologie glomérulaire, il va chez le néphrologue. Et dans le troisième grand cadre des étiologies, la partie obstructive ou post-rénale, il faut impérativement éliminer une lithiase ou un globe urinaire, mais on peut rencontrer aussi une tumeur qui est compressive, et puis y avoir aussi une inflammation ou une fibrose au niveau du rétropéritoine, là où les voies urinaires passent. Alors pour vous rappeler des 7 grandes étiologies à ne pas oublier, puisque les autres sont relativement parlantes, un moyen mémotechnique, imagine Tanguy va pisser violet au lit, comme ça vous pensez à l'urine et donc à l'insuffisance rénale aiguë. Pour l'atteinte immunoallergique, parce que c'est l'interrogatoire, les tenseurs, antihypertenseurs, là c'est pour l'atteinte prérénale, fonctionnelle, mais il faut impérativement poser la question, sinon on n'aura pas le diagnostic. L'atteinte vasculaire, où il faut pousser les examens plus loin. Le pisser, donc bon, certes un petit peu vulgaire, mais ça nous permet de nous rappeler le passage bloqué, donc en cas de lithiase ou en cas de globe urinaire. Le violet, c'est pour la volémie. Très important d'évaluer la volémie. S'il y a une perte cutanée chez les brûlés, ils peuvent faire une insuffisance rénale. Chez les cirrhotiques ou en cas d'insuffisance cardiaque. Bref, très important d'y penser. Le O, c'est pour oxygène. Donc l'hypoxie, atteinte hypoxique, très très important de l'évoquer en cas de nécrose tubulaire aiguë. Et enfin, le Li, c'est pour la lise, qu'elle soit musculaire ou si c'est une lise des globules rouges par exemple, ou même d'une tumeur. Et enfin, l'anurie, rappelez-vous, c'est différent de la rétention urinaire. Dernière diapositive et le dernier chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 8 éléments de prise en charge. Quels sont-ils? Eh bien, ces éléments, c'est dialyser s'il y a une urgence. Vous l'avez vu, l'œdème aigu pulmonaire, l'hypercalémie ou en cas d'acidose. Sonder ou désobstruer une cause obstructive. On désobstrue l'obstruction. Jusque-là, il n'y a pas de problème. On fait appel à l'urologue. On arrête les néphrotoxiques. Il faut adapter la volémie. Donc pour ça, on s'aide de la clinique. On fait une pesée journalière. On peut s'aider des BNP et d'autres marqueurs biologiques. Bien sûr, traiter l'étiologie, que ce soit une infection, une tumeur, une thrombose, une maladie auto-immune, bref, il y en a énormément. Faire le traitement, la prise en charge en tout cas, des autres organes qui peuvent avoir une atteinte, donc le cœur, le foie, etc. Penser à la néphroprotection, bien sûr, donc adapter les ions, avoir un apport protéique suffisant pour compenser s'il y a une éventuelle perte, adapter les tensions, etc. Et contrôler les thérapeutiques qui ont été mises en place. Et enfin, dernière chose, l'anurie, vous le savez maintenant, c'est différent de la rétention urinaire. Voilà, c'était une longue vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que l'explication a été synthétique. Si c'était le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, cliquer sur la cloche des notifications, ça permet de soutenir le travail qui est fait. Et encore une fois, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur des bactéries, un nouveau concept encore. Il ne me reste plus donc qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.